Quand mes parents ont appris que j'avais perdu mon emploi, ils ont payé mon propriétaire 1000 $, afin de m'expulser immédiatement. Maman a ri, et a dit, tu dois tomber, avant de pouvoir changer. Papa a ajouté, dormir dehors te servira de leçon. J'ai raccroché, et j'ai passé un seul appel. 1 minute plus tard, maman a paniqué. 3 minutes plus tard, papa a hurlé, qu'est-ce que tu as fait? Il n'avait aucune idée de qui j'avais appelé. Je m'appelle Dana. J'ai 28 ans. Et, lors du pire mardi de ma vie professionnelle, je suis sorti d'une salle de réunion, sans emploi. 40 minutes plus tard, mon propriétaire m'a appelé, et m'a dit, je veux que vous soyez parti d'ici vendredi. J'ai d'abord pensé qu'il réagissait aux rumeurs de licenciement, jusqu'à ce que sa voix devienne plus grave, vos parents m'ont offert 1000 $, pour résilier votre bail immédiatement. J'ai d'abord appelé ma mère. Elle a ri, tu dois tomber, avant de pouvoir changer. Mon père a pris le téléphone, et a ajouté, dormir dehors t'apprendra la vie. Ils n'ont pas cherché à savoir si j'avais des économies. Ils ne se sont pas demandé si j'avais un endroit sur où aller. Ils avaient déjà décidé, de leur côté, que l'humiliation serait une leçon, et que mon logement serait leur salle de classe. J'ai raccroché, avant que l'un d'eux ne puisse entendre le changement dans ma respiration. C'est alors que mon propriétaire m'a envoyé une capture d'écran montrant la confirmation du paiement. C'était là, leur erreur. Cet argent ne provenait pas d'un compte personnel. Il venait d'un compte qu'ils n'avaient absolument aucun droit d'utiliser, pour infliger une punition familiale d'ordre privé. J'ai fixé le nom de l'entreprise sur le transfert, j'ai ouvert mes contacts, et j'ai appelé la seule personne que mes parents s'étaient efforcés durant des années, d'écarter de chaque décision importante. J'ai expliqué la situation, en moins de 30 secondes. La réponse a été calme. Transmets-moi tout. Ne les préviens pas. 1 minute plus tard, ma mère m'appelait 6 fois d'affilée. 3 minutes plus tard, mon père a enfin réussi à me joindre, et a hurlé, qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé le message d'expulsion sur mon écran, et j'ai dit, la même chose que ce que vous m'avez appris à faire. Je me suis protégé. Ils n'avaient encore aucune idée de ce que cet unique appel allait leur coûter. Avant de vous révéler qui a répondu, et pourquoi mes parents ont paniqué si vite, dites-moi quelle heure il est chez vous, d'où vous regardez cette vidéo, et quel temps il fait. Est-ce que cela correspond à votre humeur du jour? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Mon propriétaire s'appelait Gary. Je louais chez lui depuis 4 ans, je payais toujours à temps, et il me restait encore 7 mois de bail. Lorsque j'ai exigé un motif écrit pour m'expulser, il a refusé. Je suis restée silencieuse. Jusqu'à ce que ce silence le rende nerveux. Finalement, il a avoué que mes parents l'avaient appelé, avant même que j'aie fini de vider mon bureau. Il lui avait dit que perdre mon emploi n'était pas une conséquence suffisante. Il me voulait effrayé, désespéré, et prêt à retourner chez eux, selon leurs propres règles. Ils lui ont offert 1000 $, tout en promettant de couvrir les éventuels problèmes si je résistais. Gary a insisté sur le fait qu'il n'avait pas encaissé l'argent. C'était un transfert électronique, disait-il, et il pouvait le renvoyer. Je lui ai dit de m'envoyer une preuve. Il a refusé, jusqu'à ce que je lui rappelle qu'il venait de menacer d'expulser une locataire munie d'un bail valide, simplement parce que 2 personnes extérieures l'avaient payé. Une capture d'écran est arrivée 30 secondes plus tard. Le libellé du transfert indiquait « honoraires de conseil ». L'expéditeur était iFamily Property Group. Mes parents, David et Suzanne, géraient cette entreprise. Elle possédait des maisons de location dans tout le comté, et se présentait comme une entreprise éthique, centrée sur la famille. Mon père donnait des conférences sur la responsabilité personnelle. Ma mère publiait des bulletins
d'informations sur la stabilité des communautés. Pourtant, ils avaient utilisé l'argent de l'entreprise pour acheter le contrôle de mon logement privé, puis avaient déguisé ce paiement en prestation de conseil. Ce qu'ils semblaient oublier, c'est que l'entreprise ne leur appartenait pas entièrement. Elle avait été créée par ma grand-mère, Evelyne, et, après sa mort, la propriété avait été transférée à un trust familial. Mes parents contrôlaient les opérations quotidiennes, mais ma tante Margaret détenait la plus grande part de vote, et exerçait les fonctions de fiduciaire. Elle vivait loin, et assistait rarement aux réunions de famille. Mes parents la qualifiaient de froide, méfiante, et obsédée par la paperasse. Leur avertissement favori était « N'implique jamais Margaret dans les affaires de famille ». Des années plus tôt, j'avais travaillé un été dans les bureaux de l'entreprise. J'avais vu Margaret poser des questions sur des reçus manquants, tandis que mon père plaisantait en disant qu'elle s'inquiétait trop. Après une réunion particulièrement tendue, elle m'avait donné son numéro direct. « Tu remarques ce que les gens essaient d'ignorer » m'avait-elle dit. « Appelle-moi, si jamais les chiffres ne correspondent plus à l'histoire. » Avant d'utiliser ce numéro, j'ai appelé ma sœur aînée, Émilie. Je voulais croire qu'elle ne savait rien. Elle a répondu d'une voix enjouée, et a dit « J'ai entendu dire que tu as enfin droit à la remise à zéro dont tu as besoin. » Ces mots semblaient répétés. Quand j'ai posé des questions sur le paiement, elle est devenue silencieuse. Puis a dit « C'est l'argent de l'entreprise. Ce n'est pas comme s'ils avaient vidé ton compte. » Cette phrase m'a indiqué qu'elle savait tout. 2 ans plus tôt, j'avais aidé à payer les frais de certification d'Émilie, alors qu'elle cherchait du travail. Quand je le lui ai rappelé, elle a ri, c'était différent. J'avais un projet. Je lui ai demandé si c'était elle qui avait suggéré de contacter Gary. Elle m'a accusé de faire du mélodrame, et a affirmé qu'un peu de peur me rendrait peut-être plus ambitieuse. J'ai mis fin à l'appel, et je suis resté assis sur le bord de mon lit, les yeux fixés sur la capture d'écran. Ce n'était pas la première fois que mes parents qualifiaient leur cruauté d'« amour vache ». À 13 ans, après une mauvaise note à un contrôle, mon père avait retiré la porte de ma chambre, sous prétexte que l'intimité était un privilège. Quand j'avais changé de matière principale à l'université, ma mère avait appelé nos proches pour me décrire comme instable. Quand Émilie avait besoin d'aide, c'était du soutien familial. Quand j'avais besoin d'aide, c'était de la faiblesse. Mais cette fois, ils avaient laissé des traces. Le faux libellé de paiement avait de l'importance. Le compte de l'entreprise avait de l'importance. Le bail valide avait de l'importance. Ils s'attendaient à ce que je panique, que je les supplie, et que je revienne vers eux. Au lieu de cela, j'ai appelé Jake, mon ami le plus proche. Sa première réaction n'a pas été parfaite, peut-être qu'il pense t'aider, mais il s'est aussitôt repris. Non, payer ton propriétaire dépasse toutes les limites. Il m'a conseillé de sauvegarder la capture d'écran à plusieurs endroits, de télécharger mon bail, et d'écrire chaque détail pendant que mes souvenirs étaient frais. Puis il a demandé, qui peut bloquer ça, avant qu'il ne réécrive l'histoire? J'ai regardé le numéro de Margaret. Pendant des années, mes parents avaient contrôlé chaque conflit, en le maintenant strictement au sein de la famille, là où ils pouvaient décider eux-mêmes de ce qui était vrai. J'ai appuyé sur appeler, et j'ai attendu. Margaret a répondu à la deuxième sonnerie. Dana, a-t-elle dit, c'est inattendu. Je lui ai dit que j'avais perdu mon travail, mais je ne me suis pas arrêté pour chercher sa sympathie. J'ai décrit la demande de Gary, l'offre de mes parents, et le virement de High Family Property Group. Je lui ai transféré la capture d'écran tout en parlant. Elle a gardé le silence assez longtemps pour que j'entende les battements de mon propre cœur. As-tu le bail et ses messages, a-t-elle demandé. Oui. Est-ce que le conseil
d'administration a approuvé un contrat de conseil avec ce propriétaire? Non, ce n'est pas un consultant. Transmets-moi tout. Ne préviens pas tes parents. Ne menace pas le propriétaire. Je suspends immédiatement l'accès au compte discrétionnaire, et j'envoie une mise en demeure de conservation des documents. Je lui ai demandé comment elle pouvait agir si rapidement. Je suis là. Fiduciaire et l'associé majoritaire, a-t-elle répondu. Je peux bloquer un paiement non autorisé, avant que quelqu'un ne fabrique une excuse pour le justifier. Mon téléphone a commencé à vibrer. Ma mère a appelé une fois, 2 fois, puis 6 fois de suite. Margaret m'a expliqué que l'accès au compte venait d'être gelé, et que l'avocat de l'entreprise avait ordonné à toutes les personnes impliquées de conserver les archives. 3 minutes plus tard, mon père a appelé. Un message est apparu, réponds-moi. Immédiatement. Margaret m'a dit que je pouvais répondre, à condition de mettre le haut-parleur, et d'annoncer qu'elle était présente avec moi. J'ai accepté. Qu'est-ce que tu as fait? A crié mon père. J'ai signalé un paiement non autorisé de l'entreprise à la fiduciaire. Tu as appelé Margaret? Sa colère s'est teintée d'inquiétude. Ma mère a haussé le ton derrière lui. Dana, c'est une affaire de famille. Tu n'avais aucun droit d'impliquer l'entreprise. C'est l'entreprise qui a payé mon propriétaire, ai-je répondu, c'est vous qui l'avez impliqué en premier. Mon père m'a accusé de les traiter de voleurs pour seulement $1000. Margaret est intervenue. Calmement, personne ne vous a accusé de vol. J'examine une dépense qualifiée d'honoraires de conseil. Fournissez le contrat, la facture, le but commercial, et l'approbation avant 17 heures. Il a prétendu qu'il m'aidait à apprendre le sens des responsabilités. Dans ce cas, vous avez utilisé le mauvais compte, la mauvaise description, et la mauvaise méthode, a répliqué Margaret. Elle a ajouté, ne contactez plus le propriétaire. Ne faites plus pression sur Dana pour qu'elle renonce à son bail. Ma mère a alors déclaré que j'étais devenue dépendante, et que j'avais besoin d'une intervention. Pour la première fois, quelqu'un séparait cette accusation du véritable problème. Sa situation professionnelle n'a rien à voir avec le fait de savoir si les fonds de l'entreprise ont été falsifiés ou non, a répliqué Margaret. Mon père a menacé de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Margaret a répondu qu'elle accueillerait cette demande avec plaisir, dès qu'il aurait produit les documents requis. Puis, elle a raccroché. L'appartement semblait inchangé, mais le rapport de force, lui, avait basculé. Mes parents avaient toujours dicté les règles de chaque désaccord. Si je protestais, j'étais trop émotive. Si je posais des questions, je manquais de respect. Si j'impliquais quelqu'un d'autre, je trahissais la famille. Leur véritable force n'avait jamais été leur sagesse. C'était l'isolement dans lequel ils me maintenaient. Jake est arrivé avec des courses, des chargeurs, et un bloc-notes. Au lieu de me dire quoi faire, il m'a demandé ce dont j'avais besoin. Nous avons établi une chronologie précise, j'avais été licencié à 9h12, j'avais appelé mes parents à 9h47, et Gary m'avait contacté à 10h18. Cela signifiait que mes parents l'avaient joint presque instantanément. Ils n'avaient pas passé des heures à s'inquiéter pour moi. Ils étaient passés directement, dès l'annonce de la mauvaise nouvelle, à l'exécution de ma punition. L'après-midi même, une avocate spécialisée dans le droit des locataires, Rachel Moreno, m'a appelé. Elle m'a expliqué qu'un propriétaire ne pouvait généralement pas résilier un bail à durée déterminée, sans motifs légaux ou contractuels sérieux. Le fait d'accepter de l'argent de tiers pour expulser un locataire en règle pouvait engager gravement sa responsabilité. Elle m'a conseillé de communiquer uniquement par écrit, et a demandé à Gary de confirmer s'il avait l'intention de respecter mon bail. En moins d'une heure, Gary a envoyé un courriel,
expliquant que sa demande précédente était prématurée, et qu'aucune procédure d'expulsion ne serait engagée. Ce n'étaient pas des excuses. C'était de la peur, habillée de termes professionnels. Rachel m'a prévenu que stopper l'expulsion n'était que la première bataille. Mes parents allaient probablement qualifier le transfert de simple malentendu. Gary allait sans doute minimiser son rôle. Emily nierait avoir été au courant. Les preuves importaient bien plus que la colère. C'est alors que Margaret a demandé un audit indépendant. Elle avait déjà découvert que les honoraires de conseil ne correspondaient à aucun contrat, aucune facture, et aucune approbation du conseil d'administration. En fouillant dans les archives plus anciennes, elle a découvert des voyages personnels décrits comme des visites de chantier, des dîners de famille, qualifiés de relations avec les locataires, et des dépenses liées à Emily, camouflées dans les comptes de marketing. Je me suis souvenu avoir vu des écritures similaires, pendant mon été de travail au bureau. Mon père m'avait dit alors que la comptabilité était trop compliquée pour que je puisse la comprendre. Ce soir-là, Margaret m'a envoyé un message d'une seule phrase, les chiffres ne correspondent plus à l'histoire. Depuis bien longtemps. Mes parents avaient tenté d'acheter mon expulsion. Pour $1000. Avant le coucher du soleil, ce paiement avait déclenché un examen complet, portant sur des années de dépenses de l'entreprise. Le lendemain matin, mes parents ont commencé à réécrire l'histoire. Ma mère a envoyé un courriel à Margaret, affirmant que cet argent était une aide temporaire à la relocalisation, destinée à me protéger d'éventuels loyers impayés. Mon père a produit un accord de conseil d'une seule page, décrivant Gary comme un conseiller en résilience des locataires. La ligne de signature était vide, et les métadonnées du fichier montraient qu'il avait été créé après que Margaret eût exigé des preuves. Ils avaient fabriqué une explication, après s'être fait prendre. Mon père m'a appelé d'un autre numéro, tu es en train de détruire l'entreprise que ta grand-mère a bâtie. Non, ai-je répondu, c'est vous qui l'avez utilisée. Pour me punir. Il m'a prévenu que Margaret m'utilisait pour prendre le contrôle. Pendant un court instant, le doute s'est installé. Mes parents avaient passé des années à nous répéter que chaque membre de la famille avait des motivations cachées. Puis, j'ai regardé le faux libellé, le document fraîchement créé, et le message d'expulsion. Les faits ne perdaient rien de leur vérité, même si leur révélation risquait de déplacer le pouvoir. Il a terminé en disant « Tu ne tiendras pas un mois sans nous ». Cette phrase m'est restée en tête, car une partie pouvait s'avérer vraie. Mes économies étaient limitées, je n'avais que 2 semaines d'indemnité de licenciement, et plus aucun emploi. Gagner le litige sur le bail ne suffirait pas à reconstruire ma vie. Je ne pouvais pas faire de la vengeance mon seul projet, ni laisser mes parents rester au centre de chaque décision. Jake et moi avons divisé la crise en 4 domaines, le logement, la protection juridique, l'emploi, et l'argent. Rachel a obtenu la confirmation écrite que mon bail restait actif. J'ai réduit mes dépenses, et j'ai calculé combien de temps je pourrais payer mon loyer. Ensuite, j'ai contacté d'anciens collègues et clients. Demander de l'aide me semblait humiliant, car mes parents m'avaient habitué à considérer le besoin d'aide comme un échec. J'ai qu'à contester cette vision, tu ne demandas personne de te porter, a-t-il dit, tu les informes simplement que tu es disponible. Mon premier entretien d'embauche s'est mal passé. Lorsque le recruteur m'a demandé comment je gérais les conflits, je me suis souvenu des cris de mon père, et j'ai perdu le fil de mes pensées. L'entretien s'est terminé prématurément. Je suis sorti, convaincu que mes parents avaient raison à mon sujet. Jake ne m'a pas fait de faux compliments, celui-là a fait mal. A-t-il simplement dit, tirant les leçons possibles, et laisse le reste appartenir au passé. Pendant que je cherchais du travail, l'audit révélait un système bien plus vaste. Sur plusieurs années, mes parents avaient utilisé les fonds de l'entreprise pour des voyages personnels,
des rénovations immobilières, les cotisations professionnelles d'Émilie, et des fêtes de famille. Certaines dépenses présentaient peut-être un lien avec l'activité professionnelle, mais les approbations manquaient, et les descriptions restaient vagues. De plus, de l'argent avait été transféré des réserves d'entretien vers des comptes discrétionnaires, sans aucune autorisation valide. Émilie m'a appelé après que sa carte de crédit d'entreprise a cessé de fonctionner. J'ignorais totalement qu'elle en possédait une. Elle m'a accusé de gâcher le renouvellement de sa certification. Je lui ai demandé si elle était salariée. Elle a prétendu qu'elle aidait pour l'image de marque, mais l'auditeur n'a trouvé aucun contrat, aucune fiche de paie, ni aucun projet documenté. C'est alors qu'elle a révélé leur plan. Mes parents n'allaient pas céder. Ils allaient te laisser séjourner dans la maison du lac. Une fois que tu aurais présenté tes excuses. La maison du lac appartenait à l'entreprise. Mes parents avaient l'intention de me forcer à quitter mon appartement légal, de me faire croire que je n'avais nulle part où aller, puis de m'offrir un logement sous leur contrôle, si je me soumettais à leurs règles. Ils voulaient créer l'urgence, pour ensuite se présenter comme les sauveteurs. Merci, ai-je dit. Pourquoi? Pour m'avoir expliqué le plan. J'ai consigné ses propos par écrit. Rachel a également exigé d'obtenir les messages échangés entre Gary et ma famille. Face au risque d'être lui-même poursuivi, il les a fournis. Ma mère avait écrit, elle va paniquer, mais ne reculez pas. Mon père avait écrit, dès qu'elle n'aura plus d'autre endroit. Elle reviendra à la maison et elle écoutera. Émilie avait réagi avec un pouce levé, demandant si la maison du lac devait rester inaccessible jusqu'à ce que je m'excuse. Pendant des années, je m'étais demandé si leur version de l'amour était simplement difficile à comprendre pour moi. Ces messages ont rendu la réponse évidente. Ils éprouvaient peut-être de l'amour, mais ils utilisaient la peur et le contrôle de mes ressources pour le rendre conditionnel. Un sentiment n'excusez pas une méthode. Margaret m'a demandé si je voulais que tous les messages soient envoyés au conseil d'administration. Mon premier réflexe a été de vouloir tout exposer. Rachel m'a demandé ce que je désirais le plus, de la protection, des comptes à rendre, ou de l'humiliation. J'ai admis que je voulais les trois. L'humiliation est ce qu'il y a de plus difficile à contrôler, a-t-elle souligné, la protection et la responsabilité, en revanche, peuvent être étayées par des documents. Je n'ai soumis que les preuves directement liées au virement de l'entreprise et à mon bail. Je ne les ai pas publiées en ligne, ni diffusées au reste de la famille. Cette retenue allait s'avérer précieuse par la suite. La réunion d'urgence du conseil d'administration a été fixée au vendredi. La veille au soir, ma mère m'a laissé un message vocal, d'une voix douce, affirmant que toutes les familles faisaient des erreurs. Dans sa dernière phrase, elle me demandait de dire à Margaret que ce paiement avait été mon idée. J'ai sauvegardé cet enregistrement à 3 endroits différents. J'ai rejoint la réunion du conseil par visioconférence, depuis l'appartement de Jack. À l'écran se trouvaient Margaret, 2 administrateurs indépendants, le conseiller juridique de l'entreprise, l'auditeur, mes parents, et Émilie. Mon père affichait cette expression qu'il prenait toujours, lorsqu'il voulait que son assurance remplace les preuves. Ma mère tenait un dossier intitulé Résolution familiale. Margaret a exposé l'ordre du jour en termes simples, dépenses non autorisées. Fausse description de frais, et ingérence dans le bail d'une locataire. Elle s'est adressée à moi non pas comme à leur fille, mais comme à la locataire concernée. Cette distinction a dissipé tout le flou émotionnel. Mon père a décrit les $1000 comme une aide compassionnelle. Il a prétendu que Gary avait mal compris. Ma mère a présenté une proposition d'accord de soutien familial, exigeant que je m'installe dans la maison du lac, que je suive un coaching financier dispensé par mon père, que je lui soumette mes candidatures professionnelles pour approbation,
et que je rembourse les frais d'hébergement. Plus tard. Elle présentait cela comme la preuve de leur volonté de m'aider. L'un des administrateurs a demandé à quelle date cet accord avait été rédigé. Ma mère a affirmé que c'était après mon licenciement, mais les métadonnées montraient que le document avait été créé 3 semaines auparavant. C'était le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Mes parents avaient préparé les conditions pour contrôler mon logement, bien avant que je ne perde mon travail. Ils savaient que mon entreprise envisageait une restructuration, car Émilie avait intercepté des rumeurs confidentielles par le biais d'un contact au recrutement. Un message retrouvé, envoyé par elle, disait « Le département de Dana risque d'être supprimé. Cela pourrait être notre chance de forcer une remise à zéro. » Ma mère avait répondu « Commence à réfléchir à la pression sur le logement. Ton père s'occupera du propriétaire. » Le conseil d'administration est resté silencieux. Mes parents n'avaient pas réagi maladroitement à une nouvelle soudaine. Ils avaient attendu, patiemment, un moment de vulnérabilité. Mon père s'est tourné vers Émilie, et lui a lancé d'un ton sec « Pourquoi as-tu gardé ce message ?» En une seule phrase, il abandonnait la fille qu'il avait aidée. Émilie la regardait, comme si elle venait de comprendre que le favoritisme n'était pas de la loyauté. C'était de l'utilité. Margaret m'a demandé ma déposition. J'ai déclaré que je ne demandais pas à l'entreprise de régler mon chômage, ni de punir qui que ce soit pour son manque de bienveillance. Je lui demandais de traiter le cas d'un compte de l'entreprise utilisé pour créer une crise de logement privé, d'un libellé mensonger pour masquer le paiement, et d'un plan qui considérait les actifs de la société comme des outils de contrôle familial. Ensuite, j'ai diffusé le message vocal de ma mère, me demandant de prétendre que le virement venait de mon initiative. Mon père s'est adossé à sa chaise. Ma mère a fermé les yeux. L'auditeur a présenté ses conclusions préliminaires, remboursement sans justificatif, dépenses personnelles indues, et retrait des réserves d'entretien sans l'accord obligatoire. Un virement abusif avait notamment retardé la réfection d'une toiture, alors que les locataires avaient signalé des fuites. Leur sentiment d'impunité avait touché bien plus de personnes que moi seul. Durant une courte pause, mon père m'a envoyé un message, « Arrête ça tout de suite, et nous pourrons encore former une famille. » J'ai répondu, « La famille n'est pas censée exiger mon silence. » À la reprise de la réunion, le conseil d'administration a suspendu l'autorité de gestion et financière de mes parents, dans l'attente des résultats définitifs de l'audit. L'accès d'Émilie a été révoqué sur le champ. Un administrateur externe a été nommé pour protéger les locataires, les comptes et les archives. Le conseil a également autorisé le lancement de procédures pour récupérer les dépenses personnelles non justifiées. Mon père a hurlé que Margaret venait d'orchestrer un coup d'État. Ma mère s'est mise à pleurer, mais sa première question a été « Qu'est-ce que nous allons dire aux gens ?» Même à ce moment-là, leur réputation comptait plus que la réparation du préjudice. La réunion s'est achevée sans qu'un montant d'indemnisation finale ne soit fixé, mais leur pouvoir de contrôle immédiat s'était envolé. Ils ne pouvaient plus transférer d'argent, faire pression sur les employés, ni utiliser les propriétés de l'entreprise pour récompenser l'obéissance. 2 heures plus tard, Gary a demandé un accord amiable. Sa première proposition offrait une confirmation écrite de mon bail, et le remboursement d'une partie de mes frais de justice. Rachel l'a rejeté. Elle a exigé une déclaration officielle confirmant que je n'avais jamais été en défaut de paiement, le remboursement complet de mes frais documentés, un crédit de loyer, une option de renouvellement de bail avec une hausse plafonnée, et une formation sur le droit du logement dispensé par un organisme indépendant. Il a accepté après quelques jours de réflexion. L'homme qui avait tenté de transformer mon foyer en une simple transaction, de manière injuste, devait maintenant signer des clauses destinées à protéger mon droit au logement. L'après-midi même,
l'agence de marketing où j'avais raté mon entretien m'a envoyé un refus. Pendant un instant, la vieille rengaine est revenue en force. Sans emploi, instable, incapable de m'en sortir seule, sans mes parents. C'est alors qu'une ancienne cliente, nommée Nord, m'a envoyé un courriel. Je l'avais contactée plus tôt dans la semaine. Elle cherchait un spécialiste en stratégie contractuelle pour une mission de 3 mois, et me demandait si je pouvais commencer dès lundi. Le salaire était légèrement inférieur à mon ancien revenu, et le poste était temporaire. Ce n'était pas un sauvetage magique. C'était un travail que j'avais obtenu grâce à une relation professionnelle solide, construite bien avant la crise. J'ai accepté. Jake et moi avons fêté cela avec des plats à emporter, assis sur le sol de mon appartement, entouré de cartons que je n'avais plus besoin de remplir. Émilie m'a envoyé un message, « Papa dit que tout est de ta faute. Maman. N'arrête pas de pleurer. Margaret a tout gâché. Es-tu fière de toi ?» J'ai rédigé plusieurs réponses en colère, je les ai effacées, puis j'ai écrit « Je suis fier d'avoir arrêté de coopérer avec des pratiques malhonnêtes. » Elle n'a pas répondu. Durant le mois qui a suivi, l'audit est devenu impossible à ignorer pour mes parents. Les registres de l'entreprise révélaient des voyages personnels, des rénovations, des événements privés, et des dépenses pour Émilie, le tout dissimulé derrière des libellés professionnels très flous. Les avocats du conseil d'administration ont commencé à chiffrer le remboursement des sommes dues. Les invitations professionnelles ont été retirées, car mes parents ne représentaient plus l'entreprise. Cette image, qu'ils avaient protégée avec tant de ferveur, s'effondrait sous le poids des documents qu'ils avaient eux-mêmes créés. Ma mère m'a appelé depuis un numéro inconnu, « Tu as détruit ma réputation. Vous l'avez bâti sur un mensonge », ai-je répondu. Nous ne t'aurions jamais laissé te retrouver à la rue. Vous aviez besoin que je croie que cela arriverait. Elle n'a rien trouvé à répondre. Ce silence m'a donné la définition la plus claire de leur plan. Ils voulaient susciter la peur, pas provoquer mon échec. Ils avaient l'intention de retarder leur secours, jusqu'à ce que je capitule. Le rapport d'audit final est arrivé 6 semaines plus tard. Il identifiait plus de 200 000 $ de dépenses personnelles non justifiées ou validées de manière irrégulière, réparties sur 8 ans. Tous les montants n'étaient pas recouvrables, et certains pouvaient être reclassés si des justificatifs valides apparaissaient, mais le système mis en place était indéniable. Le conseil d'administration a révoqué définitivement mes parents de leur fonction de direction, a supprimé les salaires et avantages liés à leur poste, et a exigé un remboursement substantiel. Ils ont conservé leur part minoritaire, mais ont perdu les comptes de dépenses, les véhicules de fonction et l'autorité qui soutenait leur image publique. Un gestionnaire externe a réapprovisionné les réserves d'entretien, et a mis en place un système de réclamation pour les locataires. Les problèmes que mon père avait balayés d'un revers de main ont enfin été traités. L'entreprise commençait enfin à se comporter comme la société éthique, dont mes parents faisaient la promotion. Rachel a proposé un accord de résolution distinct pour mon dossier. Mes parents s'engageraient à me rembourser les frais non couverts par Gary, à signer un accord de non-ingérence, à cesser de contacter mes employeurs ainsi que mes propriétaires, et à reconnaître officiellement que je n'avais jamais sollicité ce paiement. En échange, je renonçais à toute autre poursuite civile, sauf en cas de violation de l'accord. Mon père a d'abord refusé, car signer l'accord l'aurait fait paraître coupable. Puis, la demande de remboursement formulée par le conseil d'administration a exercé une forte pression sur leurs finances personnelles. Pour s'acquitter d'une partie de leurs dettes, ils ont dû vendre la maison du lac. Cette même propriété, qu'ils prévoyaient de m'offrir uniquement après mes excuses. Le symbole même de leur contrôle s'est transformé en liquidité, servant à réparer les dégâts qu'ils avaient causés. Ils ont signé l'accord de
jours avant la date limite fixée par Rachel pour engager les poursuites. L'accord leur interdisait d'interférer avec mon logement ou mon travail, d'effectuer des transactions en mon nom, ou de prétendre publiquement que j'avais demandé cette expulsion. Il contenait également une reconnaissance écrite, stipulant qu'ils avaient initié ce paiement pour me forcer à quitter mon appartement. Ce n'était pas une lettre d'excuse, mais c'était la vérité qu'ils ne pouvaient plus réécrire. Émilie a elle aussi subi des conséquences. Son cabinet de recrutement a examiné la façon dont elle avait obtenu, puis partagé, les rumeurs de restructuration. Elle a été mise à pied, puis a fini par démissionner. Elle m'a appelé, furieuse. Tu as détruit ma carrière. Tu as transmis des informations confidentielles, pour qu'il planifie la façon de me piéger, ai-je répliqué. Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Tu as pourtant réagi à leur projet avec un pouce levé. Elle s'est tue, puis a admis, il disait toujours que tu te croyais supérieur à nous. Je voulais simplement leur montrer que j'étais loyal. J'espère que tu apprendras à savoir qui tu es, lorsque la loyauté ne se résume pas à l'obéissance, lui ai-je dit. Je ne peux pas faire ce travail à ta place. Je l'ai bloqué pendant 30 jours. Mon père m'a envoyé des lettres parlant de sacrifice et de gratitude. Aucune ne contenait les mots « j'ai eu tort ». Il a raconté à la famille que j'avais manipulé Margaret pour prendre le contrôle de l'entreprise. Cette rumeur s'est effondrée lorsque Margaret a publié une déclaration officielle, précisant que je ne recevrai aucune part, aucun paiement, ni aucun poste à la suite de l'audit. Je n'avais d'ailleurs rien demandé de tel. Mon père ne pouvait concevoir une action dénuée d'intérêt personnel, alors il en a inventé un. Le dernier message de ma mère, avant l'entrée en vigueur de l'accord, disait « Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. » J'ai répondu « Croire que l'on fait pour le mieux ne dégage pas de la responsabilité des conséquences de ses actes. » Après cela, j'ai cessé de lui répondre. Mon travail contractuel était exigeant. Durant le premier mois, à cause du stress, j'ai raté une échéance mineure. Je m'attendais à de l'humiliation, mais Nor, ma responsable, m'a simplement demandé un plan d'action pour corriger la situation. Je lui en ai fourni un, j'ai résolu le problème, et nous sommes allés de l'avant. Cette expérience m'a appris bien plus sur la responsabilité que tous les discours de mon père. Assumer ses actes exige de la vérité, de la réparation, et un changement de comportement, et non pas de fabriquer des désastres. Au bout de 3 mois, Nor m'a proposé un poste permanent pour diriger la stratégie client. Le salaire correspondait à celui de mon ancien emploi, et les conditions étaient meilleures. J'ai négocié avant d'accepter. Ce détail avait toute son importance. Je ne me jetais pas sur la première planche de salut par pure peur. J'examinais. Je posais mes questions, et je choisissais en toute conscience. La nuit où j'ai signé, je me suis tenu près de la porte de mon appartement. Quelques mois plus tôt, mes parents l'avaient traité comme un levier qu'ils pouvaient actionner à leur guise. Désormais, elle était simplement à moi, libre de l'ouvrir ou de la fermer. Je ne me sentais pas triomphante tous les jours. Pour autant, certains matins, la famille que je pensais avoir me manquait. Certaines nuits, je repassais les appels en boucle, me demandant si j'aurais pu régler les choses en privé. Puis, je me rappelais que la sphère privée était précisément ce qui les avait protégés pendant si longtemps. Ils avaient compté sur ma honte, bien plus que sur la coopération de Gary. Leur punition ne m'avait pas rendu plus forte. C'était le fait d'y mettre un terme qui m'avait fortifié. 7e partie, le foyer que j'ai choisi. 6 mois après mon licenciement, Margaret m'a invité à l'assemblée annuelle de l'entreprise. J'ai décliné l'invitation officielle, mais je l'ai retrouvée pour un café juste après. Elle m'a dit que les réformes étaient en cours, que les contrôles financiers avaient été entièrement revus, et que les locataires pouvaient désormais signaler leurs problèmes sans passer par mes parents.
L'entreprise avait récupéré suffisamment d'argent pour reconstituer ses réserves. Mes parents restaient propriétaires sur le papier, mais n'avaient plus aucun pouvoir opérationnel. Leur plan de remboursement allait s'étendre sur des années. « Regrettes-tu de m'avoir appelé ?» m'a demandé Margaret. J'ai mesuré le coût de cette décision. Ma relation avec mes parents se résumait désormais à une frontière juridique. Émilie et moi ne nous parlions presque plus. Les autres membres de la famille avaient choisi leur camp. Aucune forme de justice ne pouvait restaurer la famille que je croyais avoir. Non, ai-je répondu, je regrette seulement que t'appeler ait été nécessaire. Elle a acquiescé. C'est généralement ce que l'on ressent quand on choisit de faire face aux responsabilités. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait donné son numéro, des années auparavant. Elle a répondu, ma grand-mère m'a prévenu, un jour, que les entreprises familiales s'effondrent lorsque les proches confondent l'accès avec la propriété, et l'affection avec la permission. Margaret soupçonnait ces dérives depuis des années. Mais les excuses de mes parents arrivaient toujours avant l'épreuve. Le virement à Gary, lui, était différent, un faux libellé, un but purement privé. Un témoin coopératif, et une victime directe prête à s'exprimer. Tu ne les as pas détruits, a-t-elle ajouté, tu les as simplement arrêtés. Mes parents ne se sont pas retrouvés à la rue, et n'ont pas disparu. Les conséquences auxquelles ils ont fait face étaient sérieuses, sans être théâtrales. Ils ont quitté leur grande maison pour un pavillon plus modeste. Mon père a accepté des contrats de conseil, qui exigeaient désormais de vraies factures et des validations externes. Ma mère a cessé d'intervenir lors des événements du secteur. Émilie a par la suite trouvé un emploi en dehors du recrutement, après avoir suivi un cours d'éthique professionnelle. Leur vie ont continué, mais sans cette autorité et cette image qui les mettait autrefois à l'abri des questions. 3 mois après la signature de l'accord, ma mère m'a envoyé un courriel, pour me proposer une rencontre. Elle a respecté les règles et n'a exercé aucune pression, j'ai donc accepté de lui consacrer 30 minutes dans un café public. Au début, elle a parlé de la honte, de l'audit, et de la maison. J'ai attendu. Finalement, elle a admis, j'ai eu tort d'appeler Gary. C'était la première fois qu'elle assumait directement sa responsabilité devant moi. Elle a reconnu que l'accord de soutien familial avait été préparé avant mon licenciement. Elle a avoué qu'ils avaient planifié de me faire croire que je n'avais nulle part où aller, pour ensuite ne me proposer la maison du lac que si j'acceptais leurs conditions. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que tu prenais des décisions. Sans nous, a-t-elle répondu, ton père trouvait que tu t'éloignais trop. Tout était dit. Ils n'avaient pas eu peur de mon échec. Ils avaient eu peur de mon indépendance. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à reprendre une relation normale, et que je ne le serais peut-être jamais. Des excuses, sans un changement durable de comportement, ne suffiraient pas à lui rouvrir ma vie. Elle a pleuré, mais elle n'a pas cherché à argumenter. À la fin de notre entretien, elle a demandé l'autorisation de m'écrire à nouveau dans un mois. J'ai dit oui. Mon père a choisi une autre voie. Il m'a envoyé par la poste une copie de l'accord signé, accompagné d'un mot, tu as gagné. Je lui ai renvoyé l'accord, avec ma propre note, ce n'a jamais été un concours. Je voulais simplement que vous arrêtiez. Il ne m'a plus jamais recontacté. Certains s'attendaient à ce que je publie chaque message, que je prenne la direction de l'entreprise, ou que je me réjouisse de chacune de leurs pertes. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai gardé mon appartement, j'ai récupéré mes frais, j'ai consolidé mon travail, j'ai protégé mon nom, et j'ai forcé les personnes qui utilisaient l'argent comme une arme à rembourser ce qu'elles avaient détourné. Leur pouvoir a pris fin. Leurs actes sont devenus des archives qu'ils ne pouvaient plus réécrire. Cela me suffisait. Le jour du premier anniversaire de mon licenciement, j'ai renouvelé mon bail.
Y ai lu chaque clause, j'ai posé une dernière question à Rachel, et j'ai signé. Puis, j'ai suspendu mes clés au crochet de laiton, juste à côté de ma porte. En plus tôt, je pensais que perdre mon travail signifiait perdre la preuve de mes capacités. Mes parents ont tenté de transformer cette peur en obéissance. Mais leur plan m'a montré où se cachait réellement ma force, dans les documents officiels, les limites claires, les témoins, et dans ma volonté de demander de l'aide, avant que la panique ne se transforme en reddition. Jake est resté mon ami, pas mon sauveur. Il nous est arrivé d'être en désaccord. Il me disait quand je me laissais dévorer par l'audit, et je lui disais quand. Ses conseils me semblaient trop simplistes. Il n'a pas remplacé ma famille. Il m'a simplement aidé à reconnaître les relations, où le soutien mutuel n'exige pas la soumission. Norm m'a plus tard promu pour former de jeunes stratèges. La leçon que je répétais le plus souvent était simple, les erreurs sont des informations, pas une identité. Les individus grandissent grâce à la vérité, à des outils appropriés, et à l'espace nécessaire pour réparer leurs torts. Pas lorsque quelqu'un fabrique de toutes pièces une crise, en prétendant que c'est de l'amour. Émilie a fini par m'envoyer un courriel, je les ai aidés à te piéger, parce que me sentir utile à leurs yeux me donnait un sentiment de sécurité. Je suis désolé. J'ai attendu 2 semaines avant de répondre. Je l'ai remercié pour sa franchise, et j'ai accepté que nous échangions des messages occasionnels. Rien de plus. Ce n'était pas une réconciliation. C'était simplement une fenêtre déverrouillée. Dans une maison dont les portes restaient closes. Ma mère a continué de m'écrire. Tous les mois. J'ignorais ses messages défensifs, et je répondais à ceux où elle se montrait responsable de ses actes. Lentement, elle a appris que l'accès à ma vie n'était pas garanti par un simple titre de parent. Il se construisait par la cohérence de ses actes. Mon père a choisi le silence, et j'ai cessé d'interpréter ce silence comme une punition. Venant de quelqu'un qui avait tant utilisé les mots pour me contrôler, ce silence ressemblait à de la paix. Ces $1000 n'ont jamais vraiment été une question de loyer. C'était le prix que mes parents avaient payé pour acheter ma peur. Ils croyaient que cette peur me ramènerait à la maison. Au lieu de cela, elle a déclenché un audit, révélé des années d'abus de biens sociaux, mis fin à leur contrôle sur l'entreprise, imposé des remboursements massifs, leur a coûté la maison du lac, a terni la réputation à laquelle ils tenaient tant, et a posé des limites définitives à leur accès à ma vie. Ils disaient que je devais tomber, avant de pouvoir changer. Ils avaient raison. Sur un point, j'ai changé. J'ai arrêté de confondre la cruauté avec la discipline. J'ai cessé de considérer le secret comme de la loyauté. J'ai arrêté d'attendre que les personnes qui m'ont fait du mal admettent enfin m'avoir blessé. Plus important encore, j'ai appris que se protéger n'est pas une vengeance, même si ceux qui perdent leur pouvoir qualifient ce geste de trahison. Le matin où j'ai perdu mon emploi, j'ai cru que ma vie se résumait à un coup de fil terrible. À midi, j'en ai passé un autre. Cet appel ne m'a pas sauvé par magie. Il a simplement offert un refuge à la vérité. Tout ce qui a suivi. Rassembler les preuves, faire face au conseil d'administration, reconstruire mes revenus, et faire respecter mes limites, a été un travail que j'ai dû accomplir moi-même. Alors, quand mon père a hurlé, « Qu'est-ce que tu as fait ?» La véritable réponse n'était pas seulement que j'avais appelé Margaret. C'était surtout que j'avais cessé de demander la permission de défendre ma propre vie. Et une fois que j'ai fait cela, leur leçon à $1000 s'est transformée en l'erreur la plus coûteuse qu'ils aient jamais commise. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Cette vidéo est entièrement fictive, et a été créée uniquement pour le divertissement, l'éducation, et la réflexion dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappellera que, parfois, la leçon la plus difficile est d'apprendre que l'amour, la famille, ou la loyauté
ne devrait jamais exiger que vous effaciez votre propre souffrance. Lorsque les gens vous estiment vraiment, ils ne vous demanderont pas de garder le silence, simplement pour préserver leur propre confort.